Bonsoir, chers téléspectateurs. Merci de vous joindre à nous pour votre émission Zoom sur. Ce soir, nous allons parler de l'accessibilité aux ressources en eau et leur mobilité qui a toujours constitué un handicap dans le pays. De plus, la concurrence sur les différents usagers d'usage de cette denrée au plan domestique, industriel, agricole et sur le plan de l'élevage devient problématique et impose une stratégie de gestion de la ressource dans une perspective de développement durable. C'est pour cette raison que les travaux d'un atelier de présentation de la stratégie nationale d'accessibilité durable à l'eau et à l'assainissement à l'horizon 2030, SNADEA, organisé par le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, ont été ouverts jeudi à Nouakchott. Pour connaître les tenants et les aboutissants sur ce sujet, nous avons avec nous sur notre plateau ce soir M. Mohamed El Mortar ou Mohamed Taleb, chargé de mission au ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Et également avec nous M. Lavdal ou le DAD, directeur de l'Hydraulique au ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Bonsoir messieurs et merci de vous joindre à nous pour cette émission. Voilà, je vous propose, avant de commencer ce débat, de suivre un reportage sur ce sujet de Bokar Baylaba. L'atelier vise à présenter les grandes lignes de cette stratégie et impliquer tous les acteurs du domaine de l'eau et de l'assainissement, y compris les départements ministériels et les partenaires au développement. L'objectif est de disposer des mécanismes pour une meilleure gestion des ressources hydriques. Et à cette occasion, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Mohamed Hassan El-Boukhaïs, a souligné que la stratégie nationale pour un accès durable à l'eau et à l'assainissement à l'horizon 2030 s'inscrit dans le cadre des efforts continus du gouvernement pour servir les citoyens et œuvrer à l'amélioration de leurs conditions de vie en application des engagements du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani. Il a précisé que la stratégie vise à identifier, surveiller et protéger les ressources hydriques et améliorer la gouvernance dans le secteur. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a ajouté que cette stratégie, qui sera diffusée auprès des institutions et des partenaires techniques et financiers, contribuera à améliorer le cadre institutionnel et renforcer les capacités des acteurs du secteur. Et au cours de la rencontre, l'assistance a eu droit à la présentation du document de cette stratégie qui mentionne qu'environ 600 millions de mètres cubes d'eau sont actuellement mobilisés annuellement. En ordre de grandeur, les prélèvements sont estimés pour moitié sur le fleuve Sénégal, le reste sur les eaux de surface continentale et les eaux souterraines. Voilà, merci beaucoup à Bokar Baylaba. Alors, avant d'entamer, en quelque sorte, avant d'entamer le suivi du sujet, avant de commencer à parler de cette stratégie, est-ce qu'on peut faire quand même, Monsieur Mohamed El Mortar, un état des lieux de la situation d'accessibilité de l'eau en Mauritanie? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je commencerai par vous remercier pour nous avoir invité ce soir. Effectivement, comme vous l'avez dit, la problématique de l'eau en Mauritanie a pendant longtemps été un grand problème, en ce sens que nous avons un vaste territoire, une population assez dispersée et les ressources en eau souterraines ne sont pas très bien réparties au niveau de l'ensemble du territoire. Nous avons aujourd'hui la nappe du Trarza qui alimente toute la partie ouest de la Mauritanie. Nous avons une nappe à l'est ou au sud-est qui est la nappe du Dhar, qui alimente aussi une bonne partie de la population est. Elle n'a été développée que dans les années 2000 avec une étude qui a permis de connaître très sommairement cette nappe. En dehors de cela, nous avons des nappes de fracture qui sont très en relation avec la pluviométrie annuelle. Ce qui dit donc que pendant longtemps, on se basait essentiellement sur ces ressources en eau de fracture qui donnent des débits relativement faibles et qui, avec le développement démographique, a commencé donc à montrer des sources de faiblesse, surtout que nous avons connu des périodes de sécheresse assez importantes. Aujourd'hui,
avec les nouvelles stratégies basées sur l'alimentation en eau à partir des eaux de surface, elle a permis naturellement de résoudre les problèmes de production au niveau de la ville de Nouakchott, bien que d'autres problèmes, donc peut-être on en parlera. Il y a aussi donc, le barrage de Foumougleïta qui a permis aussi d'irriguer et d'approvisionner une bonne partie de la population dans le triangle de pauvreté, et le fleuve qui a permis aussi d'alimenter la zone sud, notamment Silibabi, et qui va alimenter dans les futurs proches toute la partie ouest, nord de la Mauritanie, c'est-à-dire en allant vers Kifa. Pour la stratégie nationale d'accès durable à l'eau et à l'assainissement à l'horizon 2030, SNDA, si je prononce bien, quelles sont les caractéristiques de cette stratégie? Par rapport donc à... On avait ce qu'on appelait la déclaration de politique sectorielle de l'eau et de l'assainissement, qui a pendant longtemps été basée essentiellement sur l'alimentation en eau à partir des eaux souterraines. Donc cette nouvelle stratégie va permettre de prendre en compte ce qu'on appelle la gestion intégrée des ressources en eau, et qui va prendre en compte les besoins aussi bien des humains que les besoins en matière d'agriculture et en matière d'élevage. Ça, c'est important. Aussi, elle va permettre donc une nouvelle vision de la gouvernance basée sur les PPP, sur le partenariat public-privé. Ça, c'est les premières caractéristiques de cette donc, nouvelle stratégie qui est basée sur plusieurs axes, sur 5 axes que nous allons peut-être développer. Monsieur Lavdal, vous êtes le directeur de l'hydraulique au ministère de l'hydraulique. Alors dites-nous, par rapport à ce qu'a dit tout à l'heure monsieur le conseiller concernant la stratégie et concernant les problèmes que la Mauritanie a eu à rencontrer, comment cette stratégie peut-elle pallier, le problème de structure d'eau qu'on avait en Mauritanie? Merci bien. Donc, je vous remercie donc, pour cette invitation pour parler un peu de la stratégie. Qui dit stratégie, je dis un peu les problèmes d'eau et les solutions envisagées et les perspectives. Donc, cette stratégie s'inscrit un peu dans la stratégie du développement global des pays. La SCAP, la stratégie accélérée de prospérité, la SCAP, de prospérité partagée, d'ici 2030. Et aussi s'inscrit un peu dans les objectifs des ODD. Donc, pour ce qui est de cette stratégie, pour sa mise donc, en œuvre, elle s'articule autour de 5 axes principaux. Le premier axe, c'est d'améliorer la connaissance, le suivi et la protection des ressources en eau. Le deuxième axe, c'est améliorer l'accès à l'eau potable. Le troisième axe est relatif à l'amélioration de l'assainissement, l'accès à l'assainissement. Le troisième axe est l'accès, et améliorer l'accès à l'eau pour l'agriculture et l'élevage. Le quatrième axe est l'amélioration de l'accès à l'assainissement. Le cinquième axe, c'est un peu la gouvernance du secteur. Donc, pour cette stratégie, elle aura des objectifs que nous allons aborder peut-être et l'essentiel quand même, c'est que cette stratégie puisse répondre à cette problématique cruciale d'eau posée et surtout les usages pour l'agriculture, l'élevage, l'industrie et les mines. Donc cette stratégie va permettre aussi, en ce qui concerne l'alimentation en eau potable, de desservir toutes les localités qui sont supérieures à 150 habitants, et d'ici bien sûr l'horizon 2030, et permettra aussi, en ce qui concerne l'assainissement, d'améliorer l'hygiène des populations
Et pour ce qui est de l'agriculture et l'élevage, donc c'est un axe qui sera en fait réalisé en synergie bien sûr avec les départements concernés, l'élevage et l'agriculture. Alors avant de rentrer de plus de détails concernant les axes, j'aimerais qu'on aborde en quoi ces stratégies diffèrent-elles des autres stratégies en fait, des ODD concernant l'assainissement, concernant l'eau. D'accord. Donc avant cette stratégie, il y avait d'autres stratégies qui ont été développées, surtout la S2A jusqu'à l'horizon 2015. Donc cette stratégie permettra un peu de prendre en compte tout ce qui est mobilisation des eaux de surface et aussi permettra aussi de... Quand vous dites mobilisation des eaux de surface, c'est-à-dire? C'est-à-dire les eaux pluviales, c'est-à-dire les eaux de barrage, et les eaux des lacs, les eaux du fleuve. Donc c'est une mobilisation. Donc il faut mobiliser cette ressource dans le but, bien sûr, de diversifier un peu, de répondre un peu aux usages. Et aussi, il y a ce qui diffère aussi des autres stratégies, c'est un peu la répartition et surtout la prise en compte des localités qui sont, comme je l'ai dit tantôt, qui sont supérieures à 150 habitants et surtout des directives d'intervention pour tout ce qui est localité entre 150 et 300 habitants. On envisage de réaliser des postes d'eau, c'est-à-dire un château d'eau et une bonne fontaine. Pour ce qui est des localités supérieures à 300 habitants, c'est des réseaux d'alimentation en eau potable avec château d'eau et des réseaux soit ramifiés ou maillés. Et aussi, surtout, le développement des capacités du secteur. Et pensez-vous que vraiment toutes ces stratégies et ces mécanismes que vous venez de développer, de mettre en place aussi concernant ces stratégies, permettra de faire bénéficier de l'eau comme il se doit aux populations, que ce soit ici à Nouakchott ou dans les grandes villes ou même à l'intérieur du pays, dans les petits villages? Tout à fait. Donc ici, il y a lieu de rappeler effectivement, comme on l'a évoqué, cette problématique de l'eau et la nécessité de trouver des solutions innovantes. Là, on veut développer ce qu'on appelle les mix hydrauliques. Le développement des mix hydrauliques, c'est-à-dire qu'on essaie de diversifier un peu les ressources en eau, les eaux de surface, les eaux souterraines et les dessalements, comme par exemple ce qui est envisagé pour la ville de Nouakchott. La ville de Nouakchott s'alimente actuellement à partir des eaux du fleuve Sénégal et aussi à partir du Dini. Mais à court terme, il y a un projet de dessalement qui est en cours, de montage qui va permettre de desservir aussi le Nouakchott en eau de mer, le dessalement bien sûr de mer, avec une capacité de 200 000 m3. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle un peu les mix hydrauliques. Et aussi, il faut aussi qu'on diversifie un peu côté énergie. Et vous savez, la Mauritanie recèle le gisement solaire qu'il faut un peu valoriser. Et dans ce cadre, il faut aussi diversifier tout ce qui est énergie. L'énergie solaire, on essaie de faire l'hybridation entre énergie solaire et énergie thermique. Et surtout aussi essayer de faire l'hybridation avec les réseaux électriques, si ça existe bien sûr, dans les zones concernées. Donc, et aussi, c'est très important aussi de rappeler que c'est en fait un schéma directeur qui a été prévu dans le Code de l'eau, l'élaboration d'un plan d'un plan national directeur d'aménagement des ressources intégrées des eaux. Ce plan d'aménagement va prendre en considération tous les schémas directeurs nationaux, que ce soit en eau potable, que ce soit en agriculture, élevage, même les mines. Et donc c'est un schéma directeur qui est prévu. Et donc nous comptons quand même l'élaborer conformément à notre code de l'eau. Et ça pourrait permettre de diversifier un peu les sources et surtout de mieux utiliser la source, que ce soit pour l'agriculture, l'élevage et l'alimentation en eau potable. Monsieur Mohamed El Mokhtar,
Concernant les sujets, les grands axes que nous venons d'aborder pour l'amélioration des conditions de vie des populations, que ce soit en Nouakchott et à l'intérieur du pays, que ce soit en assainissement ou à l'accès de l'eau, cette stratégie, vous en parlez tout à l'heure, il y a une autre stratégie qui a été mise en place jusqu'à horizon 2015 et là c'est une nouvelle stratégie jusqu'à 2030. Qu'est-ce que vraiment cette stratégie peut apporter de plus et comment les populations peuvent être rassurées que cette fois, que c'est la bonne stratégie qui fera que ces populations auront accès à l'eau et l'assainissement, même à Nouakchott? Merci. Comme vient de le dire Monsieur le Directeur, donc, cette stratégie, la nouvelle stratégie, donc, elle est basée sur 5 axes, contrairement donc, à l'ancienne stratégie qui était basée sur 4 axes et qui ne prenait pas en compte naturellement les eaux de surface parce que toute l'alimentation était basée essentiellement sur le développement et l'exploitation des eaux souterraines. Aujourd'hui, il y a les eaux de surface qui seront étudiées. Il y a une grande étude qui est actuellement financée par des bailleurs de fonds qui va permettre de faire une étude de l'ensemble des bassins versants sur l'ensemble du territoire. Et ça, c'est quelque chose de nouveau par rapport donc, à l'ancienne stratégie. Il y a aussi cette prise en compte de l'eau pour l'agriculture et de l'eau pour l'élevage. Au ministère de l'Hydraulique, on s'occupait surtout de l'approvisionnement en eau des populations. Aujourd'hui, à l'instar de l'ensemble des pays, le secteur de l'eau doit pouvoir planifier aussi bien pour l'alimentation humaine que pour les eaux industrielles, agricoles et pastorales. Aujourd'hui, nous avons, comme l'avait dit le directeur, nous avons un code de l'eau. Ce code de l'eau, dont le rôle est donc de constituer le cadre institutionnel et juridique donc, du secteur de l'eau et qui donc permet de prioriser les ressources en eau. Aujourd'hui, il y a une priorité pour l'alimentation en eau. Ensuite, c'est l'agriculture. Ensuite, l'élevage et l'industrie. Donc tout ça, cette stratégie va pouvoir le planifier. La nouveauté aussi, c'est qu'on avait dans cet axe l'amélioration de l'assainissement. Aujourd'hui, il y a eu cette dimension d'hygiène parce qu'elle se pose au niveau des points d'eau, elle se pose avec grande acuité au niveau du milieu rural surtout, où les points d'eau sont le plus souvent infestés, le plus souvent l'hygiène fait défaut. Ensuite, dans la gouvernance, elle ne s'occupait que des services. Aujourd'hui, nous avons le renforcement de ce que l'on appelle, comme l'a dit, la gestion intégrée des ressources en eau. La gestion intégrée devra prendre toute la dimension eau dans sa globalité, aussi bien dans son utilisation que dans sa conservation, que dans sa protection. Il faut créer les périmètres de protection. Il faudrait que cette eau que nous utilisons soit protégée et soignée au maximum. Cette stratégie, naturellement, elle vient après le CSLP2, le cadre stratégique de lutte contre la pauvreté. Elle vient après les OMD, où nous avons pu passer quand même quelques points en améliorant l'accès universel. Et cette stratégie aura pour objectif un accès à l'eau potable pour tous. D'ailleurs, ce point recoupe bien avec les engagements de son Excellence, Monsieur le Président de la République, où le secteur est tenu donc, de garantir un accès à l'eau potable à toute la population. Et avec donc, l'intégration des eaux de surface, avec l'intégration des eaux non conventionnelles, des eaux salées et autres, nous pensons que cette diversification va permettre donc, de combler les déficits que nous connaissons aujourd'hui dans la plupart des villes de Mauritanie. Nous connaissons des déficits au niveau de Nouadhibou. C'est grâce à l'installation d'une unité de dessalement, bien qu'elle n'a pas été ni achetée ni installée dans les normes, mais quand même elle permet de fournir à la population aujourd'hui 3000 m3 d'eau, ce qui soulage
donc une bonne partie de la population sans laquelle le déficit serait beaucoup plus important. Aujourd'hui, il y a une unité qui va s'installer au niveau de Bogué, qui va produire 5000 m3 et elle va permettre de résoudre le problème et de quantité et de qualité au niveau de la ville de Bogué. Ça, ce n'est que des exemples que Nouakchott connaîtra naturellement. Aujourd'hui, il y a 2 sources d'approvisionnement au niveau de Nouakchott. On avait pensé à un certain moment que l'apport du fleuve serait suffisant et qu'à terme, 150 000 m3 devraient suffire la ville de Nouakchott. Mais pour l'alimentation en eau, une fois que l'eau est disponible, les besoins sont exponentiels. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a un projet qui va permettre donc de développer les eaux d'Idini et la production va être rétablie pour pouvoir assurer l'alimentation au niveau de la ville de Nouakchott. Et dans les perspectives, c'est aussi d'alimenter à partir du dessalement de mer au niveau de Nouakchott. Quand vous dites que l'installation à Nodibou n'est pas achetée ni aux normes ni installée aux normes, est-ce qu'on n'a pas peur d'avoir la même situation concernant cette nouvelle stratégie? Non, ça n'a pas tellement de lien avec la stratégie. Ça c'est les modes d'acquisition. Donc les modes d'acquisition n'ont pas respecté leurs normes. Peut-être, et ça nous fait passer dans les mesures d'achat. Mais aujourd'hui, je pense que ça c'est dépassé. Aujourd'hui, les normes sont respectées. Il y a des directives très claires en ce qui concerne donc les normes et en ce qui concerne les délais et les prix d'achat de matériaux. Je pense qu'aujourd'hui, on est en train d'installer une nouvelle station qui respecte entièrement les normes et qui va produire, elle aussi, 5000 m3. Mais ce serait 5000 m3. Cette station serait installée ici, à Nouakchott? Non, à Nouadhibou. À Nouadhibou. Parce que Nouadhibou connaît des déficits importants et qu'il faut combler avant donc, la réalisation d'un nouveau projet qui va aussi apporter un complément à partir de Boulanoir. Alors, comment vous comptez vous y prendre, Monsieur Lavdal, pour le traitement des eaux de surface dans le cadre de la stratégie? Donc, pour ce qui est des eaux de surface, la stratégie, comme je l'ai donc rappelé tantôt, c'est en fait les eaux de surface occupent une place importante, la mobilisation bien sûr des eaux de surface. Et il faut tout d'abord connaître ces eaux de surface. Il faut les suivre et les protéger. Pour ce qui est de la mobilisation de ces eaux de surface, donc actuellement il y a la mobilisation qui est faite à partir bien sûr du fleuve pour alimenter Nouakchott. Il y a aussi une mobilisation qui est faite à partir du barrage Foumiglete pour alimenter toute la zone de la Ftout Chirgui. Actuellement, 320 localités sont alimentées à partir des barrages de Foumiglete. Bien sûr, c'est des eaux traitées. Et pour ce qui est pour ce qui est des eaux de surface, comme je l'ai dit, il faut diversifier les sources d'approvisionnement. Avant, on prélevait les eaux souterraines, mais actuellement, avec les eaux de surface et qui est un peu la stratégie du département, c'est d'essayer de monter des projets structurants. Bon, il y a actuellement une étude qui sera financée par la BAD, qui va permettre de connaître tous les bassins versants au niveau de la Mauritanie. Et donc, ça permettra de réaliser les barrages, de réaliser aussi les bassins de rétention d'eau. Donc, en fait, comme vous le savez, avec les changements climatiques et le manque un peu de précipitations, les nappes ne sont pas rechargées ou bien sont rechargées faiblement. De ce fait, on commence à connaître ces dernières années des chutes de débit importants. Un forage aujourd'hui qui produisait environ, je donne un exemple au pif, 10 mètres cubes par heure. Au bout d'une année d'exploitation, on remarque qu'il y a une chute de débit parce que tout simplement avec le manque de précipitations, ça a affecté bien sûr ces nappes. Donc, la mobilisation des eaux de surface viendra pallier effectivement à ces problématiques donc, posées par les changements climatiques. Donc, actuellement, on compte, il est prévu de réaliser environ 130 barrages d'ici 2030. Actuellement, une trentaine sont en cours de réalisation.
et donc qui vont donc impacter positivement l'usage de l'eau pour les différentes, que ce soit l'agriculture, l'élevage ou l'alimentation en eau potable, à travers bien sûr le traitement de l'eau. Parlons du troisième axe, concernant l'amélioration de l'accès à l'assainissement. Vous pouvez développer un petit peu cet axe-là? Bon, pour ce qui est de l'assainissement, donc l'État veut améliorer l'assainissement à travers un peu l'hygiène des populations. Et ceci par la réalisation et l'utilisation d'équipements d'assainissement durables et adaptés pour les milieux ruraux, le milieu périurbain et urbain. Et pour ce qui est de l'assainissement, actuellement, en milieu rural, elle est en quelque sorte réalisée à travers l'ATPC. C'est l'assainissement total piloté par les communautés qui a donné des résultats encourageants. Actuellement, pratiquement 3500 localités donc, sont assainies. Je parle de l'assainissement autonome, bien sûr, parce que l'assainissement, il faut distinguer l'assainissement autonome avec des latrines à réaliser et l'assainissement collectif, c'est plutôt pour les centres urbains. Donc, pour ce qui est de la TPC, bon, en ce qui concerne les milieux ruraux, actuellement, environ, il a touché plutôt 3500 localités. Et l'objectif, il y a 2000 localités qui restent et qui seront touchées d'ici 2030. Donc, pour ce qui est des centres urbains, ce qui est envisagé, c'est un peu des réseaux de collecte d'eau. Mais c'est vrai que l'enjeu financier est un peu important pour la réalisation de ces réseaux. Donc, mais tout ce qui est sûr, c'est que des schémas directeurs ont été réalisés pour la plupart de nos capitales régionales. Et comme vous voyez, Nouakchott, par exemple, actuellement, pour ce qui est de l'assainissement, il y a un réseau d'assainissement pluvial, mais qui ne couvre pas tout Nouakchott. Et il y a un schéma directeur qui est élaboré, mais actuellement, on est en stade de mobilisation des financements pour mettre donc en œuvre l'assainissement de la ville de Nouakchott. Oui, parce que Nouakchott, c'est quand même la capitale et on rencontre toujours des difficultés d'assainissement et de l'accès à l'eau potable. Oui. Donc voilà, donc ça nous fait un petit peu peur concernant les stratégies aussi à l'intérieur du pays. Donc pour ce qui est de Nouakchott, avant de développer une stratégie ou bien réaliser même des travaux, il faut qu'il y ait des études bien réalisées. C'est le cas de l'assainissement de la ville de Nouakchott. C'est une étude au débit qui a été réalisée et puis elle a été actualisée vu l'extension de la ville de Nouakchott. Et donc, ce qui reste seulement, c'est en fait de mobiliser le financement pour la réalisation de l'assainissement. Pour ce qui est de l'alimentation en eau potable, donc, comme vous le savez, donc, actuellement, il y a ce réseau d'extension et de distribution qui est en cours. Bon, il y a une première phase qui a été réalisée et donc qui a pu en quelque sorte couvrir 65% en termes de branchement, bien sûr, particulier pour Nouakchott. Et actuellement, c'est la deuxième phase qui est en cours de réalisation et donc qui doit terminer en 2023. Et ça permettra en fait de couvrir tous les quartiers de la ville de Nouakchott. Donc pour ce qui est maintenant de la problématique de l'assainissement de Nouakchott, effectivement, on remarque que pratiquement dans plusieurs endroits de la ville de Nouakchott, l'eau affleure un peu. Et c'est le cas de certaines zones, à Tebrak, Zeyna, Oksar, et même vers Riyad et Arabat. Et c'est pour dire que la nappe est un peu proche du terrain. Bon, on explique cela par différentes raisons, parmi lesquelles un manque de réseaux d'assainissement des eaux usées et d'assainissement, bien sûr, pluvial. Et peut-être aussi que le sous-sol est devenu saturé. Et à un moment donné, bon, cet écoulement transversal, s'il rencontre un point bas, là, l'eau affleure. Mais nous avons remarqué quand même que le pompage que réalise l'ONAS depuis quelques années a donné des résultats efficients et ça a permis un peu de rabattre le niveau statique. Bon, on l'a vu un peu dans la zone mère-enfant, en 2017-2018, donc
pratiquement les zones basses, les populations avaient quitté leur demeure. Mais avec ce pompage, quand même, ça a permis la zone de Sokojim aussi, avec le pompage. Mais est-ce que la nouvelle stratégie prend en compte toutes ces équations? Tout à fait. La nouvelle stratégie, c'est pour répondre exactement. La nouvelle stratégie concernant l'assainissement, il y a l'assainissement rural, comme je l'ai expliqué, c'est l'assainissement autonome, qui sera développé par la TPC, l'assainissement total piloté par les communautés, qui a donné des résultats très satisfaisants. Et pour ce qui est des centres urbains, comme je l'ai évoqué, c'est un peu les réseaux de collecte. Bon, c'est vrai que le financement est un peu important par rapport, mais quand même, c'est la stratégie. Et concernant le financement, vous en parlez tout à l'heure, comment cette stratégie est-elle financée, M. Mohamed El Khtar? Oui, donc permettez-moi un peu de revenir un peu sur cette question. Donc, par rapport à l'axe 1, je voudrais un peu préciser que connaître, ça veut dire l'ensemble des recherches, des prospections qui ont été faites. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu, le gouvernement donc, a mis beaucoup de moyens, plus de 9 millions de dollars, qui vont permettre donc, de connaître toute la zone nord, ce qui est important, d'identifier toutes ces ressources, à partir donc des plus grandes institutions de prospection et qui utilisera toutes les technologies nouvelles et innovantes pour permettre donc de reconnaître les ressources en eau. En ce qui concerne aussi l'assainissement, comme l'avait dit le directeur, aujourd'hui, je pense qu'au niveau de Nouakchott, depuis 2019, l'assainissement a connu réellement un bond, en ce sens donc que le réseau a été renforcé par l'acquisition de plusieurs camions vidangeurs, parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas un système en dehors de la capitale de Nouakchott, de l'ancien réseau d'assainissement qui a été étendu. Tout le reste, c'est de l'assainissement autonome avec des camions vidangeurs. Je pense que les camions ont été bien développés et ça a permis cette... Mais est-ce une solution durable, justement, le recours aux camions? Oui, en dehors d'un réseau déjà installé, les camions vidangeurs permettent aussi de soulager la nappe, parce que toutes les eaux donc, que nous utilisons sont déversées donc, dans les fosses septiques. Si les fosses septiques ne sont pas vidangées régulièrement ou s'il n'y a pas un système, ils vont affleurer au niveau de la nappe, en plus de toutes ces eaux liées au réseau d'eau, des fuites et autres. Aujourd'hui aussi, je pense qu'ils se sont développés au niveau des plus grandes villes. Aujourd'hui, l'ONAS a déjà aujourd'hui des bases, des unités au niveau de la plupart des capitales régionales pour pouvoir justement assainir l'ensemble de ces fosses septiques qui, plus souvent, constituent des nuisances terribles. Pour revenir donc à la stratégie, effectivement, cette stratégie donc, qui est une programmation, une planification de l'ensemble des actions qui vont être menées dans la satisfaction donc, des 5 axes, va être donc chiffré et il va être décliné en plan d'action triennal. Ce plan d'action-là, une partie est déjà financée et le reste, il y aura une recherche pour la mobilisation. C'est-à-dire à hauteur de combien? Tu nous parles en chiffres? Des financements. Je n'ai pas vraiment les chiffres en tête. Donc, pour ce qui est des financements, a les chiffres en tête. Donc, pour ce qui est du financement, effectivement, comme il l'a dit, concernant tous les axes, donc c'est une stratégie, comme on l'a dit, qui est déclinée en résultats attendus et en plan d'action, c'est-à-dire les actions prioritaires à mettre en œuvre. Donc pour cela, donc, le calcul qui a été fait, donc, on estime à 70 milliards d'émeries la réalisation de cette stratégie. Donc, d'ici bien sûr 2030. Donc, tout à fait. Et il y a, donc, il y a 2 axes qui prennent pratiquement le gros lot. C'est en fait l'axe relatif
à l'eau potable et l'axe relatif à l'amélioration de l'accès à l'eau pour l'agriculture et l'élevage. Donc ces deux axes pratiquement vont prendre environ 80% de toute l'enveloppe en fait. Donc, et pour ce qui est donc, de la gouvernance et la gouvernance et la mobilisation de la connaissance et le suivi et la protection vont prendre environ 5 à 10% du montant global. Mais donc les chiffres à retenir, c'est 70 milliards d'émeries. Financés par l'État? Bon, non, l'État et les partenaires, bien sûr, les bailleurs. Concernant, vous avez parlé tout à l'heure de l'axe agriculture et élevage. Est-ce que vous pouvez nous parler davantage de cet axe-là? Comment la stratégie prend en compte cet axe-là? Donc, cet axe, comme je l'ai dit tantôt, sera réalisé en synergie avec les départements concernés. Je parle ici de l'élevage et de l'agriculture. Donc, ce sont donc ces trois départements qui vont mettre en œuvre cet axe. Donc, pour ce qui est de l'agriculture, ça sera en fait la mobilisation des eaux de surface, parce qu'on connaît, on protège, c'est dans le but, bien sûr, d'utiliser les ressources en eau. Donc, les ressources en eau, leur utilisation sera en fait diversifiée. Il y a l'usage pour l'agriculture, l'usage pour l'élevage et l'usage, bien sûr, pour l'AFP. Donc, pour ce qui est la mobilisation des eaux des surfaces et des eaux sereines pour ce qui est de l'agriculture, donc ça sera monté, comme j'ai dit, ou bien pris en charge dans le cadre de l'axe 3. Et sera bien sûr, le montant estimé pour la réalisation couvre environ 35% du montant global du financement. Et pour le dernier axe, qui est celui de la gouvernance? Donc, en ce qui concerne la gouvernance, donc, c'est améliorer donc, la gouvernance de l'eau. Ça veut dire tout ce qui est en relation avec la gestion de l'ensemble des installations d'eau, qu'elles soient installations d'approvisionnement au niveau des petites localités qu'au niveau des grands centres. Aujourd'hui, dans la plupart donc, du milieu rural, ils sont basés sur une gestion de délégation. Et donc, la prise en compte donc, de l'ensemble de la maintenance et de gestion seront renforcées par cette nouvelle stratégie. Il y aura aussi des éléments très importants qui seront introduits. C'est les PPP, le partenariat public-privé, où des systèmes en entier vont être gérés par des privés, naturellement, sous le contrôle et sous les audits techniques et financiers donc de l'administration. Il y aura le renforcement des capacités, c'est-à-dire que les cadres du ministère seront donc formés donc, aux nouvelles technologies innovantes et ce texte sera très important. Il y aura une importante décentralisation des services de l'hydraulique et de l'assainissement pour mieux appréhender ce système. Aujourd'hui, comme vous le savez, il est difficile qu'on vous dise nous avons un taux d'accès à l'eau potable de temps. Parce que tout simplement, il n'y a jamais eu un inventaire exhaustif et une connaissance de l'ensemble des systèmes qui existent. Aujourd'hui, le département a engagé déjà un inventaire exhaustif qui va permettre de connaître en temps T. C'est dans le cadre de la stratégie? Tout ça s'inscrit dans le cadre de la stratégie qui vient d'être et elle trouve véritablement sa place. Donc des actions sont déjà entamées et qui rentrent dans la stratégie et il y a de nouvelles actions qui vont être aussi intégrées dans cette stratégie. Parce que la stratégie, elle couvre en réalité tout ce qui va être fait dans le secteur de l'eau et de l'assainissement durant donc, de 2021 jusqu'à 2022 jusqu'à 2030. Et donc l'efficacité de cela, c'est que ils seront réalisés en fonction des priorités et les financements seront recherchés aussi
après chaque cycle d'exécution des projets. Oui, allez-y, vous pouvez répondre. C'est bon. Non seulement pour compléter un peu par rapport à la gouvernance du secteur, c'est qu'effectivement, c'est un axe très important et surtout que ceci permettra un peu de revoir, de renforcer plutôt le cadre institutionnel du secteur et le cadre aussi réglementaire et légal. Parce que pour ce qui est du cadre institutionnel, nous avons déjà débuté à le renforcer à travers bien sûr la création de certaines structures au niveau du ministère de l'Hydraulique et de l'assainissement, telles que la direction de planification et de coopération, la direction de contrôle et suivi et la direction de contrôle qualité de l'eau. Et pour ce qui est de l'ONSER aussi, il a été procédé à renforcement de ces bases par la création des directions régionales pour essayer de rapprocher un peu les services aux populations. Au lieu de faire des déplacements ou bien à partir de Nouakchott, donc l'ONSER sera en quelque sorte déconcentré pour que les directions régionales et les bases puissent assurer donc la continuité des services de proximité. Et pour ce qui est maintenant du cadre légal et réglementaire, qui est le Code de l'eau, bien sûr, en 2005, qui est en cours de révision actuellement, donc qui va prendre en considération quelques institutions qui ont été créées entre 2005 et actuellement, telles que les conseils régionaux, et de donner plus d'importance pour les interventions des communes et aussi essayer de définir un peu le rôle des intervenants, que ce soit le ministère de l'Hydraulique, les établissements sous tutelle, les directions régionales, et tout ce qui est les conseils régionaux et bien sûr les communes et nos partenaires techniques et financiers. Je pense que tout cela, l'objectif en fait, c'est d'aboutir à une gouvernance et un cadre quand même institutionnel, réglementaire et légal qui pourra quand même permettre d'exécuter la stratégie donc dans les meilleurs. Alors, quels sont, pour l'élaboration de cette stratégie, les partenaires immédiats, je veux dire, pour une étude qui a sûrement dû être faite. Et ensuite, il y a l'élaboration de cette stratégie qui prend quand même, je pense, beaucoup d'actions. Donc, où les partenaires immédiats aujourd'hui, avec vous, aujourd'hui, avec le département? Donc, pour ce qui est des partenaires immédiats, donc, en plus, bien sûr, du département et de ses démembrements, bien sûr, je parle un peu des structures centrales et des établissements publics. Nous avons aussi nos partenaires qui nous accompagnent, sans les citer. Donc, nous avons des partenaires qui nous accompagnent dans la réalisation de nos objectifs, que ce soit en matière de gouvernance, que ce soit en matière de réalisation des réseaux d'alimentation en eau potable, ou même que ce soit en assainissement. Donc, comme je l'ai dit tantôt, c'est une stratégie avec un montant que j'ai cité tantôt. Et donc, j'ai dit que pour les réaliser, il faut vraiment l'appui des partenaires techniques et financiers, mais aussi il faut, à notre niveau, il faut une décentralisation, une déconcentration plutôt. Actuellement, nous sommes en train de renforcer un peu nos directions régionales pour qu'effectivement, pour un peu rapprocher les centres de décision des populations, au lieu que ça soit basé ici à Nouakchott. Donc ces directions régionales seront renforcées. Donc nous considérons que c'est des acteurs importants pour le secteur. Mais pour le faire, il faut qu'ils soient renforcés en moyens matériels et humains. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire actuellement. Concernant toujours dans l'élaboration de cette stratégie, les difficultés que vous avez rencontrées ou que vous pensez pouvoir rencontrer dans le processus de l'élaboration? Donc cette stratégie qui vient d'être validée et qui connaîtra aussi tout un processus de validation, elle sera soumise aussi à approbation lors d'une communication. Et donc ensuite, le plan d'action sera soumis pour la recherche de financement ou pour compléter les recherches de financement. Aujourd'hui, les principales difficultés que nous rencontrons sont liées essentiellement à
ce que l'on appelle donc la création des villages chimériques aujourd'hui qui se développent et pour lesquels aujourd'hui je pense que sur les 8000, si j'ai bonne mémoire, 8500 ou 8700 localités, aujourd'hui, plus de la moitié ont des populations relativement faibles. Donc, s'il n'y a pas une politique de regroupement de ces populations, on risquerait donc d'être confronté à chaque fois que nous réalisons des ouvrages que la demande aussi augmente. Alors que nous pensons qu'avec cette stratégie, on va pouvoir couvrir l'ensemble des besoins des populations. Nous avons aussi besoin de renforcer le secteur privé aujourd'hui qui crée le plus souvent des retards dans l'exécution des projets par manque de moyens suffisants pour réaliser les ouvrages. Heureusement, tout ce qui est relatif à la passation de marché est en train de connaître donc une solution durable qui va encourager la réalisation des projets dans les délais et qui va nous permettre donc d'éviter tous les obstacles qui se sont posés liés à la passation de marché. Monsieur le directeur, alors vous pensez que d'ici 2030, il n'y aura plus de problème d'accès à l'eau potable pour nos populations en Mauritanie? Bon, dans le cadre de cette stratégie, bien entendu. Donc, cette stratégie, en ce qui concerne l'eau potable, l'objectif, c'est de créer des points d'eau pour toutes les populations, comme on l'a dit, pour toutes les localités dont la population est supérieure à 150 habitants. Donc, actuellement, on dénombre environ 1500 localités supérieures à 150 habitants, dont environ 230 supérieures à 300 habitants. Donc, dans le court terme, donc nous comptons alimenter d'ici 2025 plutôt, donc en point d'eau toutes les localités supérieures à 300 qui sont environ 200, 220, 230. Pour les restes des localités, c'est-à-dire les localités entre 150 et 300 habitants, donc ça c'est l'horizon est 2030. Mais après 2030, c'est vrai, le problème d'eau va toujours se poser. Pourquoi? C'est parce que tout simplement, comme le chargé de mission l'a expliqué au début, dans le contexte expliquant le contexte hydrogéologique de la Mauritanie, avec surtout cette zone qui est caractérisée par un biseau sec, c'est ce qu'on appelle un peu les Mauritanides, la zone un peu vers le Brakna, passant par Séribabi, passant par Brakna, passant un peu le nord. Ça, c'est vraiment une zone de biseau sec. À part, bien sûr, c'est biseau sec. C'est-à-dire qu'il y a des poches d'eau qu'on capte. L'eau est rare, en fait. C'est-à-dire qu'on capte, les villages s'installent. Aujourd'hui, on réalise un forage et au bout de quelques temps, on connaît une chute de débit. Donc, il faut encore essayer de réaliser un autre forage. C'est pour dire qu'après 2030, il y aura toujours ces problèmes qui vont persister. C'est-à-dire des localités supérieures à 150 habitants qui avaient un réseau et à un moment donné, vu leur localisation dans une zone plus ou moins connue avec un contexte hydrogéologique difficile, on serait appelé à chaque fois de réaliser. Mais quelle est la solution selon vous, comme a dit le regroupement des... Tout à fait. Une politique de regroupement des... Tout à fait. Le regroupement des villages, c'est une solution. Et aussi, le problème va se poser aussi pour les localités inférieures à 150 habitants. Donc, il y a, comme il a été dit, il y a plusieurs localités inférieures à 150 habitants. Nous, notre objectif, c'est d'intervenir au niveau des localités supérieures à 150 habitants. Mais après 2030, il y a ces localités inférieures à 150 habitants. Donc, ça, c'est une nouvelle stratégie qu'il faut faire c'est pour dire un peu que la question de l'eau va toujours persister. Donc, mais c'est vrai que tout ce qui est quand même grandes villes, tout ce qui est quand même groupement de localités importants. Donc le problème sera réglé, Inch'Allah, d'ici 2030. Et concernant l'assainissement? L'assainissement, pour ce qui est de l'assainissement rural, piloté
là où on exerce l'approche ATPC, assainissement total, piloté par les communautés, donc qui consiste à réaliser des latrines au niveau des localités rurales. Donc le problème ne va pas se poser. Donc d'ici 2030, donc, il y aura un accès de 100% pour tous les ménages à ce qui est assainissement autonome. Et même pour les établissements de soins et les établissements scolaires. Mais pour ce qui est maintenant des centres urbains, le problème va toujours exister parce que les centres urbains, l'enjeu, vraiment, c'est les gros financements qu'il faut mobiliser. De ce fait, vous avez vu, Nouakchott, les schémas directeurs a été fait il y a de cela 5 ou 6 ans, plus même. Donc jusqu'à présent, donc, ils souffrent un peu de manque de financement. Donc pour les centres urbains, le problème va se poser. Mais pour ce qui est des zones rurales, le problème va se régler, Inch'Allah, d'ici 2030, Inch'Allah, à travers l'assainissement autonome. Okay. Monsieur le directeur soulignait la partie manque de financement concernant certaines stratégies ici. Est-ce que la nouvelle stratégie prend en compte justement cette partie-là pour essayer de pallier? Oui, la nouvelle stratégie, donc en fait, tous les projets qui sont des projets bancables et des projets qui vont permettre donc l'accès à l'eau et à l'assainissement donc seront mis sur la table à la recherche de financement. Nous avons des bailleurs de fonds classiques de pays frères et amis qui, tout projet qui rentre véritablement dans l'accès des populations dans les zones importantes finance ces projets-là. Je ne pense pas que le problème de financement est un problème qui se posera. Naturellement, le pays aujourd'hui, d'ailleurs, finance une grande partie des grands projets, beaucoup plus donc, que par le passé. Et je pense que le problème de financement ne sera pas le problème qui se posera. Je pense aussi que comme il a dit, il faut distinguer entre deux choses. La mobilisation des ressources en eau, leur disponibilité est un élément extrêmement important qui est capital aujourd'hui, avec la mobilisation des eaux de surface et des eaux non conventionnelles, il y aura un potentiel disponible. L'accès sera réalisé, mais tous les problèmes liés à la gestion donc, vont être revus et peuvent constituer aussi des problèmes. Et ensuite, nous avons quand même des réseaux. La durée de vie aujourd'hui d'un réservoir, d'un château d'eau, elle est de 20 années. Donc tous les réservoirs qui sont réalisés, soit leur capacité ne permet plus d'alimenter les grandes villes qui augmentent, soit donc qu'il atteint sa limite. Et donc ce sont ce genre de problèmes-là que nous connaîtrons peut-être dans l'avenir après la mise en œuvre de la stratégie. Alors, Monsieur Mohamed El Mokhtar, vous avez quelque chose à rajouter avant de clore notre émission? Je pense que nous avons beaucoup d'espoir donc en la stratégie. Nous avons aussi connu ces dernières années donc un accompagnement donc du gouvernement dans tout ce qui est alimentation en eau potable des villes. Nous avons connu aussi une grande dynamique dans la connaissance et dans le suivi et la protection des ressources en eau qui sont des éléments extrêmement importants. Aujourd'hui, nous sommes en passe donc de faire un inventaire global de l'ensemble des systèmes d'approvisionnement aujourd'hui en milieu rural qui va nous permettre de connaître en temps réel toutes les installations, de pouvoir planifier les problèmes de maintenance et de renouvellement qui vont se poser. Et nous pensons donc que l'avenir permettra d'améliorer considérablement le secteur de l'eau et de l'assainissement. Alors, Monsieur Lafdal également, en tant que directeur de l'hydraulique, qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui aux populations pour les rassurer que tout est en train d'être fait pour que justement que tout le monde ait accès à l'eau et à l'assainissement également en Mauritanie? Donc très bien. Donc comme je l'ai dit, effectivement, dans le cadre de notre stratégie, on a parlé de cette diversification des ressources d'eau.
Et là, cette diversification va permettre en fait de combler les déficits. Donc, c'est vrai qu'actuellement, avec les changements climatiques et le manque de précipitations, donc, il y a lieu de faire ce mix de développement hydraulique que j'avais expliqué à travers donc, la mobilisation des eaux de surface, la mobilisation des eaux souterraines et surtout les dessalements. Et actuellement, pour ce qui est des endroits où l'eau est saumâtre, actuellement, on est en train de monter des prototypes avec l'un de nos partenaires, avec surtout le problème qui se pose, c'est un peu le coût énergétique. Donc, ça sera un peu avec de l'énergie renouvelable, peut-être du solaire, pour essayer d'obtenir un coût de revient plus ou moins abordable pour les populations. Donc, certains de ces prototypes seront donc installés dans des zones d'Itagan. Et si les résultats seront efficients, on pourra généraliser. C'est parce qu'effectivement, au niveau des zones là où on connaît un peu de la sanité de l'eau qui est un peu élevée, nous pensons que si ces prototypes donneront des résultats efficients, on pourrait les généraliser et ça pourrait en quelque sorte améliorer encore la situation. Donc, et aussi peut-être qu'on ne l'a pas évoqué, c'est un peu les pertes techniques qu'on connaît un peu au niveau des réseaux. Actuellement, ces pertes techniques sont estimées à plus de 30%. Et dans la stratégie, on compte donc... Les pertes techniques, c'est-à-dire ? C'est-à-dire les réseaux d'AEP, il y a les fuites, il y a aussi la vétusté des installations qui fait que le rendement technique, au lieu d'être à 90 ou bien 80%, donc il avoisine les 60, les 50. Et donc ça, c'est la stratégie. Donc c'est prévu d'essayer de diminuer ces pertes techniques de 10% d'ici 2030. Donc et ça pourrait un peu garantir la durabilité de nos ouvrages hydrauliques. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que nous avons avec nous sur le plateau M. Mohamed El Mokhtar ou le Mohamed Taleb, qui est chargé de mission au ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Également, Lafdal Ould Dad, directeur de l'Hydraulique au ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions concernant cette nouvelle stratégie. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur Elle Mauritania. Bonsoir.